L'Airbus A380 incarne le paradoxe à l'état pur. Les passagers l'adorent, mais les compagnies aériennes le fuient. Il impressionne par sa taille colossale, mais son carnet de commandes reste limité. C'est un joyau de l'ingénierie moderne, mais il est déjà relégué au passé. Et parmi toutes ces contradictions, une seule scelle son destin. Conçu pour répondre à une explosion de la demande aérienne, l'A380 portait des ambitions démesurées. Pourtant, une décision cruciale lors de sa conception a signé son échec. Quelle est donc cette erreur fatidique? Pourquoi Airbus a-t-il pris ce risque? Laissez-moi vous dévoiler ce mystère. Pour comprendre la faille fatale dans la conception de l'A380, il est essentiel de revenir à la manière dont Airbus a développé cette plateforme au départ. Bien qu'il n'existe aujourd'hui qu'une seule variante de l'A380, Airbus avait initialement prévu de créer toute une famille d'avions. Tout a commencé avec l'A380-800. Cet avion, conçu pour transporter environ 500 passagers, est celui que nous connaissons et apprécions tous. Mais après son lancement, Airbus espérait produire deux variantes supplémentaires. La première était l'A380 Freighter, qui partageait les dimensions du 800 mais était optimisée pour le transport de fret. Ensuite, pour compléter la famille, Airbus envisageait une version allongée appelée l'A380 Stretch, que nous appellerons ici l'A380-900. L'A380 est déjà un géant, mais cette version allongée aurait été absolument colossale. Le fuselage aurait été allongé de 6,5 mètres, soit environ 21 pieds. Et rappelez-vous, l'A380 est un avion à 2 étages, ce qui signifie que chaque étage aurait bénéficié de ces 6,5 mètres supplémentaires. Cet avion aurait pu transporter 650 passagers dans une configuration à 3 classes. Et si les compagnies aériennes avaient voulu pousser les limites, elles auraient pu accueillir jusqu'à 900 passagers en classe économique. Cela représente environ le double de la capacité de l'A350 000, actuellement le plus grand avion commercial proposé par Airbus. Cela peut sembler démesuré et totalement inutile pour le marché actuel. Mais il est important de se rappeler pourquoi Airbus a conçu l'A380 à l'origine. À l'époque de son lancement, la demande pour les voyages aériens augmentait à un rythme effréné et Airbus pensait que cette demande mettrait une pression considérable sur les infrastructures aéroportuaires. L'A380 était présenté comme une solution. Il permettrait de gérer tout ce trafic sans surcharger les pistes ou les voies de circulation. Comme nous le savons maintenant, cette vision de l'avenir ne s'est pas réalisée. Mais avec le recul, il est facile de juger. Si la vision d'Airbus s'était concrétisée et que les passagers avaient effectivement submergé les aéroports, allonger l'A380 aurait eu tout son sens. Avant de continuer, examinons de plus près la manière dont Boeing et Airbus conçoivent leurs avions, une méthode qui reflète leur stratégie commerciale. Lorsqu'ils développent une nouvelle famille d'appareils, ils commencent généralement par une seule variante de base. Ce choix, loin d'être aléatoire, repose sur l'analyse des besoins du marché pour identifier le modèle le plus prometteur en termes de vente. Ce modèle devient alors la pierre angulaire de la famille, et ses caractéristiques comme la taille des ailes, le train d'atterrissage et l'empennage sont optimisées spécifiquement pour lui. Cette approche présente des avantages significatifs. Elle réduit les coûts de développement, simplifie la production et standardise la chaîne d'approvisionnement. Cependant, elle implique aussi des compromis, car les variantes dérivées héritent de caractéristiques qui ne sont pas parfaitement adaptées à leurs dimensions ou usages spécifiques. La famille 787 Dreamliner illustre bien cette stratégie. Boeing a choisi de prioriser le 787-9, la variante intermédiaire, car elle offrait le meilleur compromis entre capacité, autonomie et rentabilité. Les ailes et d'autres éléments structurels ont donc été conçus pour maximiser les performances de ce modèle. Le résultat, le 787-9 est devenu un succès commercial majeur. Cependant, les 787-8 et 787-10 qui partagent les mêmes ailes souffrent d'une optimisation moindre. Le 787-8 est pénalisé par des ailes surdimensionnées pour sa taille, tandis que le 787-10 plus grand manque d'autonomie en raison de son poids accru. Ces compromis ont limité leur succès par rapport au modèle phare. En somme, cette méthode de conception met en lumière les choix délicats des fabricants. Optimiser un modèle spécifique tout en créant une gamme cohérente, une stratégie qui demande un subtil équilibre entre coût et performance. Pour le programme A380, Airbus a adopté une approche similaire à celle de Boeing. Cependant, de manière étonnante, l'A380-800 n'a pas été au centre de sa conception. Bien qu'il ait été la première variante à entrer en service et qu'il partageait ses dimensions avec la version fret, il a été négligé. À la place, Airbus a décidé d'équiper la plateforme d'une aile surdimensionnée, mieux adaptée à une version allongée, l'A380-900. Cela semble indiquer qu'Airbus croyait que l'A380-900 serait le modèle le plus vendu de la famille. Mais pourquoi Airbus pensait cela reste un mystère, surtout quand on sait que cette version allongée n'a jamais été officiellement lancée, ni même reçue de commande. Certes, équiper l'A380-800 d'ailes surdimensionnées a quelques avantages. Par exemple, cela améliore la maniabilité, offre plus d'espace pour le carburant et procure une meilleure portance à basse vitesse. Cependant, ces bénéfices sont presque entièrement annulés par les inconvénients.
Premièrement, ces ailes sont tout simplement trop lourdes. En général, la plateforme de l'A380 est en surpoids, ce qui nuit gravement à l'efficacité de l'avion. De plus, leur production, leur transport et leur assemblage étaient coûteux. Les ailes de l'A380 étaient si grandes qu'elles ne pouvaient pas être transportées par la route dans leur intégralité. Elles ont été construites au pays de Galles, puis transportées par bateau et convoi spécial à Toulouse. Un puzzle à assembler. Chaque A380 nécessitait une logistique internationale. Des composants venaient d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et de France, avant d'être assemblés en une pièce à Toulouse. Cela a rendu l'A380 excessivement cher, 25 milliards d'euros, avec le prix le plus élevé de tous les avions commerciaux. Airbus estime ne jamais avoir couvert ses coûts, l'A380 n'ayant pas été vendue en assez grand nombre pour être rentable. Enfin, des problèmes structurels sont apparus. Les pieds de nervures qui relient la peau de l'aile à sa structure interne avaient du mal à supporter les charges massives. Ces pièces ont commencé à se fissurer, entraînant une campagne de réparation longue et coûteuse. Bien que ces problèmes soient significatifs, aucun ne surpasse le principal défaut de l'A380, son incapacité à s'adapter à la majorité des aéroports dans le monde. À l'origine, cet appareil révolutionnaire avait été conçu pour aider les compagnies aériennes à gérer la croissance du trafic tout en s'intégrant harmonieusement aux infrastructures existantes. Cependant, en raison de son envergure colossale, il est devenu tout le contraire, un défi logistique majeur. Avec près de 80 mètres d'envergure, les ailes de l'A380 étaient parmi les plus impressionnantes jamais conçues, mais cette prouesse technique a entraîné des limitations importantes. Elles étaient trop larges pour la plupart des pistes et des voies de circulation, compliquant les opérations au sol. Plus problématique encore, les portes d'embarquement classiques ne pouvaient tout simplement pas accueillir un avion de cette taille. L'A380 nécessitait une porte de type Code F, une norme qu'il fut le premier à introduire. Cependant, seules quelques grandes plateformes internationales, comme Londres Heathrow, Dubaï ou Singapour Changi, avaient investi pour se conformer à cette exigence. La majorité des aéroports, surtout régionaux, restaient inadaptés. Cette limitation a considérablement réduit les options des compagnies aériennes. Même celles qui étaient prêtes à intégrer cet appareil à leur flotte ont dû faire face à un choix restreint de destinations viables, rendant difficile l'établissement de nouveaux itinéraires ou l'optimisation des réseaux existants. Ce problème d'infrastructure a été l'un des plus grands freins à l'exploitation commerciale de l'A380. En résumé, cette décision de conception, bien qu'ambitieuse, s'est avérée contre-productive. Au lieu d'être la solution idéale pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale en transport aérien, l'A380 est devenu un casse-tête coûteux pour les compagnies. Il symbolise ainsi les défis d'équilibrer innovation technologique et adaptabilité pratique dans l'aviation moderne. La question qui se pose alors est la suivante. Et si Airbus avait pris une autre direction? Que se serait-il passé si les ailes de l'A380 avaient été plus petites et optimisées pour l'A380-800? Cela aurait probablement apporté quelques avantages. L'avion aurait été plus léger, moins coûteux et plus économique. Cependant, même dans ce cas, il aurait probablement continué à sous-performer. Les rares portes de type Code F, nécessaires pour les avions avec une envergure comprise entre 65 et 80 mètres, posent un problème. Les ailes actuelles de l'A380 sont presque à la limite supérieure de cette plage. Il est peu probable qu'Airbus aurait pu réduire l'envergure de 15 mètres sans faire des compromis significatifs. Ainsi, même avec des ailes plus petites, l'avion aurait probablement continué à être limité. Et puis, il y a le problème de la demande. Comme mentionné précédemment, la vision ambitieuse d'Airbus pour l'avenir ne s'est jamais réellement concrétisée. Certes, davantage de personnes voyagent aujourd'hui que jamais auparavant. Mais au lieu de se concentrer sur des hubs principaux, les compagnies aériennes se sont dispersées. Elles utilisent des jets bimoteurs plus petits et plus efficaces pour s'étendre vers des villes secondaires. Cette stratégie a permis de mieux répartir le trafic passager et de réduire la congestion dans les grands hubs. Ce changement a finalement entraîné une baisse de la demande pour les avions géants. Même les jumbos mieux optimisés que l'A380 ont eu du mal à survivre dans ce contexte. Prenons l'exemple du 747-8i. Le Dash 8 est le concurrent le plus proche de l'A380 et possède de nombreux atouts. De nombreuses compagnies aériennes exploitaient déjà des 747. Ses moteurs étaient bien plus efficaces que ceux de l'A380 et son envergure était beaucoup mieux adaptée. Et pourtant, Boeing n'en a vendu qu'environ 40. Ainsi, si les ailes de l'A380 n'ont pas tué le programme, il semble que les tendances du marché auraient probablement conduit à son échec de toute façon. Cela dit, le programme A380 n'a pas été un échec complet. Airbus en a tiré 3 enseignements majeurs. Premièrement, le système de gestion du carburant de l'A380, incroyablement complexe, a permis d'importants apprentissages. Ces connaissances ont été appliquées au développement de l'A350, rendant sa conception plus rapide et plus simple. L'A380 a renforcé la réputation d'Airbus en tant que leader de l'innovation aéronautique. Deuxièmement, les infrastructures qu'Airbus a construites pour soutenir la production de l'A380 se sont avérées extrêmement précieuses.
Par exemple, les lignes d'assemblage finales de l'A380 ont récemment été converties pour produire l'A320 Neo. Ces ressources ont permis à Airbus d'augmenter rapidement la production de l'A320 et de réduire son carnet de commandes, souvent très long. Troisièmement, Airbus a compris l'importance de concevoir des ailes différentes pour différents modèles d'avions. Contrairement à la plupart des programmes commerciaux modernes, la famille A350 possède des ailes spécifiques pour ces différentes variantes. Certes, cela ajoute un peu de complexité à la fabrication, mais cela optimise à la fois l'A3 150-900 et l'A3 150-1000, les rendant plus attractifs pour les clients. Cependant, tout cela reste des consolations mineures. Bien que ces facteurs aient permis de préserver une partie de l'héritage de l'A3 180, on ne peut nier que cet avion a été une énorme déception. Heureusement que les passagers adorent cet appareil, car sans cela, l'A380 serait sans doute considéré comme la pire décision qu'Airbus ait jamais prise. Et vous, qu'en pensez-vous? Airbus aurait-il pu faire quelque chose de différent pour rendre l'A3 180 plus performant? Partagez vos idées dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo.